Alors, Europe des villes ou Europe et villes? Première question. Je vais commencer par Europe et villes parce que c'est la réalité d'aujourd'hui et je terminerai par l'Europe des villes car je pense que c'est pour l'avenir la chance de notre continent. Le fait urbain d'abord. Tout le monde a en tête que c'est véritablement la plus grande rupture dans l'évolution du monde de ce qui se passe aujourd'hui. Plus de 50% des êtres humains vivent en ville. Ils étaient 30% en 1950. On estime qu'ils seront 70% en 2050. Tous ceux qui ne prennent pas en compte justement cette évolution du fait urbain, eh bien, sont très largement à côté de la plaque en termes de préconisation pour l'avenir, pour bien maîtriser ce développement de notre planète. Abdou Diouf, ce grand président du Sénégal, aujourd'hui directeur général de la francophonie, aime dire que le XXIe siècle sera le siècle des villes ou ne sera pas. Il disait par là même que la communauté humaine, qui va vivre principalement en ville, se doit d'élaborer un vivre et un agir ensemble là où sont les gens, c'est-à-dire dans la ville, et sinon ils iront dans le mur. Ils iront dans le mur sur le plan économique, ils iront dans le mur sur le plan social, ils iront dans le mur sur le plan environnemental, ils iront dans le mur sur le plan culturel, démocratique et citoyen. Alors vous avez raison de rappeler que la ville est au fond l'expression au cours de notre histoire la plus vivante des civilisations. Les villes ont préexisté par rapport aux ensembles plus grands, et notamment aux États. Athènes était évidemment le moteur de cette région du monde bien avant que la Grèce n'existe. De même pour Rome, l'Italie est une création extrêmement récente. On pourrait dire la même chose de l'ensemble des villes du pourtour de la Méditerranée. C'est plus tard Paris, bien évidemment. On franchit l'Atlantique avec New York, avec la Californie, San Francisco, Los Angeles, Tokyo. On revient, semble-t-il, aujourd'hui à Londres. On a là, effectivement, les foyers d'expression des contradictions sociales, économiques, financières, culturelles du monde entier, mais aussi des préconisations qui vont marquer le développement à venir. Ce sont véritablement les villes, et notamment les grandes villes, qui sont les carrefours de tous les flux. Un seul chiffre parfaitement révélateur, chaque jour, 18 000 êtres humains de plus en ville. Nous avons également, quand on regarde en face les grands défis qui sont ceux que nous devons affronter, ils sont tous mondiaux et ils concernent tous nos villes. Le premier qu'on pourrait citer, c'est évidemment celui qui tourne autour de l'économie. Il est banal de dire que l'économie aujourd'hui est globalisée, comme on dit, c'est-à-dire mondialisée, mais avec ce que l'on sait en termes de chances, de possibilités. En France, par exemple, on le sait, un emploi sur 3 est lié au commerce international. Et c'est encore un peu plus dans une agglomération que l'agglomération grenobloise. Mais on sait que par ailleurs, dans beaucoup de nos villes, les délocalisations pèsent en tant que menace pour beaucoup de nos concitoyens en termes de chômage et de mise à l'écart dans les perspectives du développement économique. Deuxième grand défi, le défi climatique. Bon, plus personne, il y en a encore quelques-uns qui le contestent, mais le défi climatique concerne l'ensemble de notre planète et évidemment est lié, en tout cas dans la partie des émissions de gaz à effet de serre, à l'activité humaine qui, par définition même, se concentre dans nos villes. C'est évidemment le problème des déplacements, le problème de l'habitat, le problème de la maîtrise de l'énergie, toutes questions que vous avez en tête. Les flux migratoires, qui peut encore imaginer aujourd'hui que nos frontières administratives, voire géographiques, sont des freins aux évolutions, effectivement, de toutes les populations qui migrent dans le monde entier parce qu'elles sont soit en survie économique, soit en survie politique, démocratique, soit tout simplement parce qu'elles cherchent à se rassembler pour avoir des projets fédérateurs communs. Nous pourrions parler de la même façon de l'allongement de la durée de vie avec évidemment l'évolution favorable de l'hygiène, de la santé
qui permet de penser qu'il y a une espérance de vie dans l'ensemble des pays du monde entier qui va aller galopant, au point d'imaginer qu'il faudra reviser les images que nous donnons des démocraties et à démographie croissante, où on présente toujours des bébés. Et donc, il va falloir représenter de plus en plus des terres blanches. C'est ce qui fera effectivement le plus caractéristique pour manifester qu'on a des démographies croissantes, contrairement à tout ce qu'on fait jusqu'à présent. Les villes, et notamment les grandes villes, les grandes agglomérations, les grands pôles urbains, concentrent les charges économiques, sociales et environnementales. Sur le plan économique, il va de soi, c'est presque naturel de dire que les pôles de compétitivité, les grandes universités, tout ce qui relève de l'économie de la connaissance à travers les laboratoires de recherche, à travers les grandes industries, se concentrent dans les pôles urbains. On n'a aucun autre exemple dans le monde entier d'une installation d'un grand pôle de compétitivité en race campagne, sans aucune capacité, évidemment, d'environnement urbain. Sur le plan social, regardons notre propre pays et tous les pays européens, la carte de la pauvreté en 20 ans a été complètement bousculée. Le pauvre de la statistique, c'est toujours évidemment horrible de parler en ces termes, c'est une personne âgée qui vivait en monde rural il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt un jeune, plutôt de familles immigrées, de familles monoparentales vivant en ville. En 20 ans, il y a eu une évolution complète de la carte de la pauvreté qui fait que si nous nous intéressons à résoudre les problèmes sociaux, à prendre en compte des politiques de solidarité, on est bien évidemment obligé de se pencher sur l'avenir de nos villes. Et en matière environnementale, nous le savons, ne serait-ce que sur le simple aspect de la mobilité, il y a une génération, un Français moyen, toujours le Français de la statistique, se déplaçait de 5 km par jour. Aujourd'hui, on en est à 40 km par jour. Alors vous avez évidemment le chercheur français qui va à San Francisco et Haute-Packard. Vous avez de la même façon le père de famille qui apporte son enfant dans la crèche d'à côté. C'est cet ensemble qui joue, mais en termes de mobilité, et qui change fondamentalement la donne en matière évidemment énergétique, en matière de transport, en matière d'habitat et de cohérence avec tout cela, et ça prouve évidemment de plein pied les problèmes environnementaux. Or, le rapport à l'urbain est devenu extrêmement contradictoire, il faut évidemment que les politiques s'en mêlent. Il attire, indiscutablement, la ville est le réceptacle qui offre, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan de l'emploi, évidemment, des chances et des outils qui sont à la mesure des attentes de nos populations. Mais dans le même temps, le fait urbain repousse ce sentiment de densité, d'anonymat, de solitude dans la plénitude, de tension sociale, d'insécurité, nous le savons, fait partie aussi des images et des sentiments qui sont liés évidemment aux villes et aux faits urbains. Et je dirais que d'une certaine façon, nous en France, ces ma liaison maintenant avec l'Europe, nous vivons pratiquement une double peine quand nous sommes en ville. La première, c'est que nous avons hérité d'un pays extrêmement centralisé, jacobin, où justement l'urbain a été le grand oublié de l'organisation de notre territoire et notamment des lois de décentralisation. Acte 1 avec Mauroy de Fer en 80-82, acte 2 avec Raffarin, une dizaine d'années, eh bien la ville a été grand oubliée. On a mis en place les régions, on a confirmé les départements, et on a oublié que un des piliers essentiels justement dans l'architecture territoriale de notre territoire passait par la ville. Et l'Europe, eh bien malheureusement, a été essentiellement construite à travers une Europe des États, conduite par les chefs d'État et de gouvernement, avec une France qui a poussé à ce qu'il y ait effectivement une reconnaissance quasi unique au plan politique
des chefs d'État et des gouvernements au détriment évidemment de ceux qui étaient représentatifs des régions et des villes, notamment. Prenons le dernier sommet de Copenhague. J'ai eu une discussion passionnante avec Jean-Louis Borloo, qui a fait un très bon boulot, il faut bien connaître, dans le Grenelle de l'environnement. C'était la première fois où il y avait une mise en mouvement, une véritable dynamique qui m'avait semblé citoyenne, démocratique, où on avait associé les collectivités, la nationale, les locales, les entreprises, les associations, les ONG, pour essayer d'établir une réflexion, une démarche commune qui avait amené d'ailleurs à la loi du Grenelle de l'environnement votée à la quasi-unanimité. Le Grenelle 2, c'est une autre affaire, ce sera la mise en œuvre avec les problèmes financiers qui sont par derrière. Et je lui disais, faisons la même chose dans la préparation de Copenhague. Ce qui a réussi au fond en France à travers le Grenelle de l'environnement, essayons d'avoir une même démarche au plan international, à commencer déjà au niveau européen. Oui, me disait-il, tu as raison, mais, et le mais c'était, c'est des chefs d'État. On est entre nous, on peut se le dire. Il me dit, Sarkozy n'est pas d'accord. Et pourquoi le président Sarkozy n'est pas d'accord? Parce qu'il considère qu'on emballera la machine grâce à la rencontre au sommet de Copenhague des chefs d'État et de gouvernement. Il voulait absolument montrer qu'il serait capable, lui, président français, de rapprocher le président américain et le président chinois et d'emporter le morceau en solidarité avec les pays émergents ou les pays du Sud. Le résultat, vous le connaissez. Le président américain est arrivé, sa grande taille, il n'a même pas vu le président français, il est passé à côté sans le voir. Le Chinois l'a vu, il est à peu près de même taille, mais il a poussé en disant moi je parle avec ceux qui représentent quelque chose dans le monde, et le résultat, vous le connaissez, d'un verre à moitié plein, on est devenu un verre à moitié vide. Mais la conclusion, c'est que 70% des mesures de Copenhague, qu'elles soient importantes ou moyennes ou médiocres, comme celles qui sortent du sommet de décembre dernier, sont à mettre en œuvre par les collectivités territoriales, ce qu'on appelle les gouvernements locaux en terminologie mondiale, donc essentiellement par les régions et essentiellement par les villes et les grandes villes. Et là, le grand échec est l'échec au fond de la démarche, c'est-à-dire qu'au fond, on aurait pu avoir un sommet qui avait des résultats, disons, moyens, mais s'il y avait une démarche engageante, une démarche qui permettait justement ensuite une mise en œuvre au niveau du terrain, grâce à la reconnaissance du rôle et de la place des collectivités territoriales et notamment des grandes villes européennes, on aurait eu là une véritable chance qui aurait été donnée justement à cette façon de relever le défi climatique. Alors l'Union européenne et les villes, j'ai envie de dire, d'une phrase, d'un mot, d'un message, c'est un couple qui n'est pas assez aujourd'hui identifié. Pourquoi? D'abord, c'est une question de taille. Dans le concert mondial, il faut quand même voir les choses en face. Les villes européennes, en dehors de Londres et de Paris, ne sont pas des grandes villes. Quand vous regardez Los Angeles, par exemple, qui est loin d'être la plus grande ville du monde, et que vous la superposez sur la carte de Rhône-Alpes, ça recouvre et Lyon et Grenoble. Quand vous regardez notre ville jumelle de Suzhou, en Chine, vous avez une ville dans la banlieue de Shanghai, 6 millions d'habitants. Le Grand Grenoble, 500 000 habitants. Je ne vous parle pas de Shanghai, qui atteint quasiment les 20 millions d'habitants. On imagine bien que dans cette comparaison sur la taille des villes, encore une fois en dehors de Londres et de Paris, nous avons des villes de taille moyenne qui nécessitent, dans cette concurrence internationale, d'avoir une réponse qui puisse être adaptée. Alors j'en parlerai tout à l'heure, il est évident que nous avons des réponses. La réponse est en termes de qualité de vie, avec des offres éducatives, culturelles, sportives, citoyennes, universitaires, technologiques, de grande qualité, mais à condition, pour compenser des tailles qui ne sont souvent pas critiques, pour avoir de grandes plateformes aéroportuaires, de grandes plateformes technologiques, pour supporter la concurrence dans le monde entier, de travailler en réseau. C'est ce que nous avons essayé de faire, d'ailleurs, très concrètement, entre villes européennes, dans le cadre du réseau Créo, avec Karlsruhe, avec Bologne, avec Oxford, Lyon et Grenoble. C'est ce que nous faisons en France, par exemple, dans le cadre de Rhône-Alpes, avec notamment Lyon et
Grenoble, mais aussi les grandes villes de la région Rhône-Alpes, c'est une façon aussi de compenser le manque de taille critique pour permettre justement d'avoir les deux avantages, taille critique obtenue par le travail en réseau et qualité de la vie qui est du point de vue concurrentiel quelque chose d'extrêmement porteur pour le développement de notre propre économie, de notre propre attractivité. Deuxième raison de la difficulté, c'est qu'il y a une sorte d'hétérogénéité entre les pays. Il y a les petits pays et les grands pays. Et bon, vous avez tous en tête cette différence culturelle qui fait que quand on est dans un petit pays, on survit grâce à une sorte d'internationalisation. On se projette davantage sur l'extérieur pour vivre, exister et attirer. Et ça se traduit tout simplement par des problèmes, par exemple, de langue. Il est infiniment plus polyglotte en Belgique et en Suisse qu'on peut l'être en France. Tout le monde a pu faire ce constat. C'est aussi, dans les grands pays, le fait qu'on est dans des espaces souvent suffisamment grands pour être, au fond, en concurrence entre nous. C'était pendant très longtemps les villes françaises qui se comparaient entre eux, au lieu de regarder des exemples étrangers, être en réseau avec des villes qui pouvaient être à l'étranger, souvent très loin. Troisième raison, c'est une question de modernité de l'économie et de l'industrie. Il va de soi, là aussi vous avez fait tous le constat, que dans toutes les villes industrialisation anciennes, qui ont tardé à leur reconversion, à leur évolution, en termes d'innovation, de modernisation, il y a eu une sorte de situation de repli sur soi, avec un phénomène qui a été immédiatement, à travers la mondialisation, celui des délocalisations, avec le fait que, évidemment, beaucoup d'entreprises ont dû s'expatrier pour pouvoir survivre. Alors que dans toutes les grandes villes européennes qui ont effectivement été mues par l'économie de la connaissance, qui ont misé davantage sur l'innovation, les délocalisations ont très peu porté. En moyenne en France, il faut savoir, en Europe, on peut le dire, les délocalisations pèsent pour 5% dans l'ensemble des activités économiques. 95%, c'est pratiquement des chances. Mais malheureusement, ces 5% ne sont pas, c'est un peu comme le logement social dans nos villes, c'est pas homogène, c'est pas partout. Dans certains secteurs, dans certaines villes, c'est 20 ou 30%, et dans d'autres, c'est 1%. Et nous avons là une forte hétérogénéité qui a fait qu'il y avait villes et villes du point de vue de leur identité européenne et du point de vue de leur positionnement international. Et d'ailleurs, nous le retrouvons y compris dans les appartenances politiques ou électorales. Quand vous avez une ville comme Grenoble, qui est très caractéristique justement de la ville ouverte, internationalisée, avec une vision plutôt positive de la mondialisation, elle s'est révélée effectivement avec un fort appartenance européen. On l'a vu à tous les votes, que ce soit sur Maastricht ou que ce soit sur l'approbation du traité constitutionnel. Ça a été très massif en faveur du oui. Et nous sommes aussi dans des villes où le Front National est électoralement relativement faible par rapport à des terres à industrialisation ancienne, où il y a plutôt un repli sur soi, avec beaucoup moins d'ailleurs de présence d'immigrés, et pourtant des phénomènes de rejet, d'exclusion, de stigmatisation de l'autre qui sont infiniment plus forts. Alors je voudrais terminer en vous disant que, de mon point de vue, les villes et les régions sont l'avenir de l'Europe. Et que j'espère qu'un jour on pourra parler de l'Europe des villes, et pas simplement des villes et de l'Europe. Pourquoi ? D'abord parce que les villes, et notamment les grandes villes, et je sais si ces grandes villes ne seront jamais, ou en tout cas pas à visée humaine, des mégapoles ou des mégalopoles, tous ceux qui craignent quand on parle, y compris en France, de métropole, que ça va devenir des mégapoles, des mégalopoles, comme si Grenoble allait devenir par exemple le Caire ou allait devenir Mexico du jour au lendemain. Il y a encore du chemin à faire pour qu'on en soit là. Mais toutes ces villes, notamment ces grandes villes, sont porteuses d'un projet international, et pas simplement national ou continental.
Permettez-moi de le dire, comprenez ce que je voudrais développer en une minute. Le problème d'aujourd'hui n'est plus simplement un problème européen pour nous. Notre avenir ne peut se confondre simplement avec les frontières européennes. On ferait la même erreur que quand on considère que l'ancrage national est l'ancrage décisif et la limite de notre horizon. Il faut évidemment aujourd'hui se situer au plan international et imaginer une régulation du monde, en termes économiques, financiers, bien entendu, mais aussi en termes sociaux, en termes environnementaux, donc en termes politiques et citoyens à l'échelle du monde. Et c'est bien parce qu'il faut imposer une régulation mondiale qu'il nous faut une Europe forte, qui représente des valeurs qui sont les nôtres et qui sont porteuses justement de préconisations où l'on peut concilier justement le développement économique avec la solidarité sociale et la protection de l'environnement dans un espace démocratique. Il faut que l'Europe soit forte pour pouvoir peser en faveur de cette régulation. Mais ça n'est pas la fin de notre espace que de dire faisons la plus belle Europe qui soit entre nous. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et que nos villes, qui sont toutes des villes, en tout cas celles qui sont de la deuxième catégorie des villes internationales porteuses de propositions positives, sont toutes des villes qui sont déjà en gestation des villes aux couleurs du monde. Je lis très souvent sur cette ville de Grenoble, la plus grande fierté, c'est pas simplement que notre industrie, nos laboratoires, nos universités soient en liaison avec la plupart des pays du monde entier, c'est que la composition même de notre population soit internationale. On est une ville cosmopolite au sens littéral du terme, une ville aux couleurs du monde, ça en est une grande richesse. On n'en est pas Londres encore, 35% de la population londonienne est immigrée, nous en sommes à 20%, mais nous sommes déjà en gestation vers une ville aux couleurs du monde, et c'est ça qui en fait, je crois, la grande force, y compris dans la construction européenne. La deuxième, c'est que la taille même de nos villes et la qualité de ce que nous pouvons proposer sont des sources de préconisation pour notre pays, notre continent, le monde entier. Ce que nous pouvons faire, prenons toujours l'exemple de Grenoble, sur le plan du cluster, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pôles de compétitivité, cette capacité de faire travailler ensemble des universités, des industries, de la recherche, et l'économie de la connaissance, est effectivement un plus si c'est repris au niveau français, au niveau européen. Et de ce point de vue-là, on peut toujours regretter qu'on ait fait du saupoudrage, c'est-à-dire qu'on ait multiplié à l'infini les pôles de compétitivité pour faire plaisir un peu à tout le monde, alors qu'on n'avait pas toujours les moyens de supporter, déjà en termes financiers, mais aussi en termes politiques, c'est-à-dire d'une capacité à faire vivre ensemble les trois entités que je proposais, et surtout de le traduire au plan européen. Vous comprenez, si vous avez 10 pôles de compétitivité en France, on peut imaginer d'avoir une petite centaine au plan européen, et ça peut avoir un sens du point de vue financement, du point de vue du travail en réseau et du point de vue de la mise en mouvement. Si vous en avez 70 comme nous avons en France, et vous multipliez par le nombre du pays européen, vous êtes dans une usine à gaz, et il est évident que vous n'avez plus à le traduire en termes d'efficacité et dans un mouvement qui soit véritablement porteur. Au plan social, la qualité tout de même de notre espace urbain avec ce que nous pouvons imaginer, je crois aujourd'hui, sur le plan de notre capacité d'intégration, notre capacité d'opposer les différentes catégories entre elles, d'avoir une politique de la ville pour réparer d'une certaine façon les quartiers qui ont été relégués au cours de notre histoire. La protection sociale, qui est une valeur qui est française et européenne, tout ça est porteur de nouvelles préconisations. Et toutes les expérimentations que nous avons dans nos propres villes, je pense en termes d'accessibilité, notamment pour handicapés, en termes de mixité pour le logement, sont autant de préconisations qui peuvent servir à d'autres au plan international et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Sur le plan environnemental, de la même façon, nous sommes en avance, d'une certaine façon, dans nos villes, du point de vue de la maîtrise de leur propre
propre développement, du point de vue des transports en commun, du point de vue de la maîtrise de l'énergie. Quant au plan culturel, nous le savons, comme au plan éducatif, nous avons des hauts niveaux de développement qui sont absolument des chances que nous devons absolument mettre en avant. Tout cela, ce sont des chances. Comment avancer à partir de cela? Point 1, reconnaître au plan européen, par les instances européennes, les grandes villes comme acteurs de la construction européenne, et pas simplement les États. Tant qu'on n'aura pas pris en compte cette... pas simplement pour recevoir de temps en temps les associations, on fait pas simplement notre espèce de lobbying qu'on fait à Bruxelles ou à Strasbourg, qui se révèle relativement peu efficace. Reconnaître au plus haut niveau. Je prenais le cas de Copenhague, c'est vrai que la seule petite avancée qu'il y a eu, et je veux en remercier ici Brice Lalonde, qui était le porte-plume du gouvernement français dans la négociation du sommet de Copenhague, c'est que dans le préambule justement de l'accord de Copenhague, il était retenu le rôle et la place des gouvernements locaux, traduisez collectivités locales, dans le processus de Copenhague. Et ça, bon, je l'avais un peu porté au niveau français parce que je considérais que c'était absolument essentiel. Et il faut absolument, à tout moment, dans les définitions des budgets européens, dans les définitions, effectivement, des grands accords internationaux, on reconnaisse la place et le rôle des collectivités territoriales et des gouvernements locaux. Par le financement également. Je vais vous le dire. Moi, j'avais été nommé expert au Forum européen des transports et de l'énergie. J'ai passé 2-3 ans régulièrement à Bruxelles sur ces questions. Et j'avais fait une préconisation qui était de dire l'Europe devrait, pour les grandes agglomérations européennes, donc, financer une part de l'investissement pour le développement des transports collectifs. Les métros, les trams, les réseaux de bus à haut niveau de service. Même si ça n'était qu'une petite fraction, 5%, ça avait 2 effets. Un premier effet d'unification d'un mouvement permettant une qualité de la vie supplémentaire dans toute l'Europe, une sorte d'homogénéisation et de message très fort à l'international. Deuxièmement, une réhabilitation vis-à-vis des populations. Un moment où beaucoup de nos concitoyens doutent ou ne voient pas beaucoup l'intérêt de l'Europe. S'ils savent que quand ils montent dans le tram ici à Grenoble, c'est parce qu'une partie de ce tram a été payée par l'Europe, ils peuvent voir effectivement quel peut être l'intérêt aussi d'une Europe qui ne soit pas simplement une Europe redistributive qui passe par des canaux mal identifiés des États et qui se perd la plupart du temps dans les sables. Et ça, je crois que c'est extrêmement important à dire. Je dirais que de la même façon, 70% par exemple des mesures qui ont été prises à Copenhague seront mises en place par les gouvernements locaux. Il faut le dire et le dire très fort. Et pas faire croire que ce sont les États qui vont financer l'amélioration de l'habitat, la protection thermique de nos bâtiments, le développement des transports collectifs, la maîtrise de l'énergie. Non, c'est évidemment les villes qui sont sur le devant de la scène, y compris en termes d'investissement. 75% des investissements civils, publics, dans notre pays, la France, et c'est le sort de beaucoup de pays, voire plus, relève des collectivités territoriales. Et quand on a fait le plan de relance en France, on se serait honoré, nous, les collectivités territoriales, à faire une table ronde en invitant à notre table l'État pour les 27% qu'il pouvait représenter, alors que c'est pour ça qu'on a fait. Et vous avez vu le résultat. L'État a décidé que sur Grenoble, on faisait un bout de la cathédrale, un bout d'un restaurant universitaire. C'est pas l'échec du pays, c'est pas effectivement une démarche qui était effectivement motrice et qui aurait été porteuse du point de vue d'un plan de relance avec la réalité des acteurs dans le plan de financement. Nous avons aussi, en matière européenne, à définir ce que nous appelons les lois cadres, les directives, règlements, la plupart du temps des directives, sur les services publics. Et je trouve absolument invraisemblable que nous ne soyons pas consultés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un risque que dans le domaine, par exemple, de la petite enfance, il y ait une marchandisation. C'est-à-dire que si on n'y prend pas garde, l'Europe puisse décider qu'il y ait une directive d'ouverture à la concurrence du service public de la petite enfance. Alors
nous le savons, s'il y a quelque chose qui doit rester maîtrise publique, parce que c'est la définition même de la solidarité à la base, source de toutes les chances pour les individus, c'est bien au niveau de la petite enfance que tout va jouer, et qu'il est très important qu'en termes de solidarité, l'intervention publique soit là, à travers ceux qui vont s'en occuper, c'est-à-dire les collectivités de proximité, les départements et les villes. Et ça me semble être un combat absolument essentiel pour le rôle et la place des collectivités. Je conclue. François Mitterrand disait qu'autrefois, le monde rural se définissait à travers une civilisation rurale. Et c'était pour dire immédiatement après que le monde urbain n'a pas encore véritablement établi une civilisation de type urbaine qui soit en tout cas suffisamment reconnue, sans méfiance. Il y a des civilisations, je vais être en contradiction avec ce que je disais dans mon propos introductif, qui ont été élaborées, bien entendu, au niveau des pôles urbains. Mais ça a toujours été, malheureusement, pas toujours reconnu, pas toujours accepté par des ensembles plus grands, et qui fait qu'aujourd'hui, nous devons évidemment dépasser ces contradictions pour faire, au fond, de la ville, et la faire comprendre comme cela, comme une véritable chance pour répondre à toutes les priorités, tous les grands défis dont je parlais tout à l'heure, dont la principale reste quand même, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le dire, les défis de la solidarité. Le vivre et l'agir ensemble, comment vous le dire, on a hérité en France, et ça a beaucoup marqué l'Europe, avec le programme du gouvernement de la libération, le fameux programme national de la résistance, du socle républicain de la protection sociale, qui a été considéré dans le monde entier, en termes de protection sociale, comme un modèle, qui a eu tendance à s'universaliser. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas la seule réponse qui peut être donnée en matière de socle de rassemblement citoyen républicain. Le vivre ensemble, cette capacité à faire vivre des gens qui sont d'origine immigrée, ou sur notre territoire depuis longtemps, des gens qui ont un travail ou qui n'en ont pas, des gens quel que soit leur âge. Et ça se creuse avec les personnes âgées à l'espérance de vie plus importante par rapport aux jeunes. Des gens qui ont un handicap, le handicap de la vie ou un handicap au démarrage, et ceux qui sont valides. Tout cela, on le sait, notamment peut-être mieux que d'autres, c'est la plus grande difficulté qui est devant nous. Le faire vivre ensemble de façon à ce que chacun soit un acteur. C'est pour ça que j'aime bien dire vivre et agir ensemble. Comment peut-on imaginer que c'est à l'échelle d'un pays, d'un continent ou du monde entier qu'on puisse définir ces éléments moteurs du vivre et de l'agir ensemble? C'est évidemment au niveau des villes qu'on pourrait aller au-delà de l'élément purement normatif, quantitatif, pour passer justement à cette dimension qualitative. Si nous savons faire de nos villes, évidemment, des lieux d'échange, des lieux de rassemblement, où la qualité de la vie finit par être la condition de notre attractivité, évidemment, pour attirer tous ceux qui nous viennent du monde entier, pour enrichir par leur culture, leur force de travail, le développement de nos territoires. Je terminerai en citant deux exemples. L'exemple de Grenoble et l'exemple de Singapour. Je vais commencer par Singapour. J'étais pas Singapour, je vais citer de Bangalore. J'étais en Inde, représenté l'association des maires des grandes villes. On a eu des échanges absolument passionnants entre les villes indiennes et les villes françaises. Évidemment, ce n'est pas de même nature. L'Inde est un pays continent, plus d'1 milliard d'habitants, 80% de la population est pauvre, moins de $2 pollués par jour, mais un développement fantastique dans les 20 dernières années, à telle enseigne qu'il y a une classe moyenne de 10% de la population qui s'est installée, avec le fait qu'aujourd'hui, grâce à l'économie de la connaissance qui a été poussée et réalisée dans ce pays, alors que l'Europe l'a décidé au sommet de Lisbonne et mal mis en œuvre, et il a même fallu 2 sommets pour rattraper le coup, le sommet de Lisbonne pour l'économie de la connaissance et le sommet de Göteborg pour le développement durable. Donc on aurait pu faire synthèse entre l'économie, le social et l'environnemental.
Eh bien, la ville de Bangalore est une des villes, justement, qui est misée sur l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, en Inde, on forme chaque année 300 000 ingénieurs. On forme 300 000 enseignants, diplômés d'enseignement supérieur par an. La ville de Bangalore est très représentative de ce réservoir de matières grises, et notamment dans le domaine des logiciels, avec les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs. Le drame, parce que c'est un véritable drame, c'est que la ville elle-même n'a pas été maîtrisée sur le plan urbain. Elle s'est étalée, elle est devenue une grande mégapole. On met aujourd'hui 3, 4 ou 5 heures pour traverser cette ville. Et ce qui était l'attractivité de toute l'Inde, un véritable symbole pour ce continent, pour attirer les cerveaux du monde entier, les entreprises du monde entier, est devenue une ville qui, au contraire, est d'une certaine façon repoussoir. Et ceux qui ont vécu comme un véritable Eldorado se retournent aujourd'hui contre eux parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'il était nécessaire d'avoir une véritable maîtrise du territoire. Quand vous regardez à contrario la ville de Grenoble, je ne sais pas que tout est parfait, mais savez-vous que ce qui a été le plus déterminant dans beaucoup d'implantations d'entreprises dans notre cité, c'est le fait que nous ayons une cité scolaire internationale. Le fait que ceux qui décident de l'implantation d'activités économiques d'entreprise, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit un peu rapidement dans les rapports des congrès des formations politiques, les grands financiers ou les membres des conseils d'administration des grandes entreprises. Non, ce sont les cadres des entreprises. Et bien, les cadres des entreprises, ils décident, en fonction évidemment de l'environnement universitaire, technologique, scientifique, industriel, correspondant évidemment aux activités qu'ils ont à développer. Ils le font aussi en fonction d'eux-mêmes et de leur famille. Parmi les familles, on sait ce qu'on a de plus précieux, ce sont ses enfants. Eh bien, quand on peut aller sur un territoire où on sait que ces enfants pourront suivre des études dans leur langue maternelle, c'est un avantage incommensurable par rapport à tout le reste. Quand on sait qu'en plus on peut avoir une offre culturelle avec notamment les arts plastiques ou la musique de langue culturelle universelle, quand on sait qu'on peut avoir une offre sportive, pas simplement en se disant on est bon, on est une ville de rugby, une ville de foot, une ville de hand, mais une ville de toutes les disciplines. Vous ne savez peut-être pas, mais ici on est surtout fort en hockey, aviron, champion de France d'aviron, tout simplement parce que nous avons une communauté anglo-saxonne, une communauté anglaise extrêmement forte, on est jumelé avec Oxford. Et ce que vous savez encore moins, c'est que si on est champion de France de hockey sur glace, on a aussi un club de hockey sur gazon, parce que nous avons effectivement à pouvoir répondre, y compris en termes sportifs, aux cultures de l'ensemble des pays du monde entier. Et que ça, c'est une des conditions aussi de notre attractivité, si vous me permettez de le dire. Voilà, j'ai terminé. C'est extrêmement complexe. En tout cas, j'ai essayé de montrer comment il faut cheminer de façon assez dialectique entre le contenu et le contenant, d'une situation qui est aujourd'hui encore trop l'Europe et les villes, à une situation qui sera demain davantage l'Europe des villes et des régions, pour construire un monde qui soit régulé au plan économique, au plan social, au plan environnemental, c'est-à-dire au plan citoyen. Et si nous voulons réellement peser dans cette concertation mondiale, dans cette régulation mondiale, il faut que l'on ait une Europe forte et il faut qu'on ait des villes fortes, ce qui n'est pas encore le cas. Merci. Katia, elle va peut-être augmenter la lumière parce que J'ai fait trop c'était très discret. Pas du tout, dans c'est très bien. Il y a sûrement des questions, des interrogations sur l'Europe des villes, puisque c'était l'Europe et les villes, et puis l'Europe des villes, et comment on arrive à faire l'Europe des villes. La première question, c'est toujours la plus difficile. On passe à la seconde. Pas tout de suite à la deuxième. Voilà, il y a déjà... Voilà la première question. Monsieur le maire, merci d'abord de la densité de votre intervention. L'exercice n'était pas aisé vu le temps imparti et la complexité du sujet. Deux choses m'interrogent. Monsieur le Président, vous l'avez noté tout à l'heure, nous sommes dans une période de campagne électorale. J'ai été attentif à ce qui était écrit, ce qui était dit
durant la campagne des régionales, j'ai été très étonné que très peu de candidats parlaient de l'Europe dans leur programme. Je ne dis pas que l'Europe n'est pas dans la région, que la région n'est pas en Europe, mais en tout cas, très peu de candidats se sont exprimés là-dessus. Et la deuxième chose la deuxième question qui me vient, c'est Grenoble, une ville de 150 000 habitants, une agglomération de 450 000 habitants. Quand la ville de Grenoble représente 450 000 habitants pour être justement une ville européenne, c'est-à-dire quand allons-nous arrêter de jouer à cloche-merle avec 26 communes dans une agglomération? En campagne électorale, ce genre de questions passionnantes. On prend peut-être une. Voilà. J'allais poser presque la même question que le monsieur, là, et d'une façon légèrement différente. Quelle politique adopter pour les villes? Alors, il y a deux pôles. Il y a l'Allemagne, ou même, je crois, l'Espagne d'un côté, qui absorbe, je dirais, toutes les communes qui sont rattachées par conurbation, je dirais. Et puis, il y a la politique française, ou suisse, d'ailleurs, c'est un peu pareil dans ce genre de choses, qui attache la plus grande importance à l'autonomie des communes. Alors c'est vrai que quand j'explique à mes amis allemands que Grenoble c'est 160 000 habitants, mais que l'agglomération en fait 400 000, que Paris c'est 2 millions et l'agglomération, ils ne comprennent pas bien. Et cela dit, j'explique quand même que les gens dans les villes suburbaines restent attachés quand même à leur autonomie. En allemand, il y a un mot qui est intraduisible en français, c'est Eingemeindung, c'est l'encommunalisation, je ne sais pas comment le dire en français. C'est-à-dire, dès qu'une commune est rattachée géographiquement, économiquement à un centre, elle est absorbée, je dirais presque automatiquement. C'est impossible. Et en Espagne, c'est à peu près pareil. De telle sorte que la notion de banlieue n'existe pas en Allemagne, d'autant plus que les quartiers sensibles, en général, sont plutôt au centre, à la différence de la France, au centre, plutôt à la périphérie. Alors, il y a une question, je dirais, c'est pour ça que l'Allemagne, depuis 83 millions d'habitants, compte 6 000 communes, je crois, et la France, 36 600, je ne dis pas de bêtises, pour 63 millions d'habitants. Alors, il y a une question de politique, quand même, qui manque d'harmonie au niveau européen. Ça revient un peu à la question de... non seulement traiter l'Europe des villes, mais aussi la décentralisation et l'émiettement communal, c'est encore un vaste sujet. Oui, ben quand on a vécu dans les deux pays comme moi, on y est extrêmement sensible. Voilà. Et à Berlin, par exemple, où j'ai vécu, il n'y a pas de banlieue au sens français du terme. En tout cas. Peut-être déjà deux. Encore une. Oxford peut-être de s'exprimer. Non, je me posais la question, l'Association des maires des grandes villes de France, l'Association des maires des grandes villes d'Europe, elle se mobilise face aux questions que vous posez. Est-ce qu'il y a un vrai réseau? Est-ce qu'il y a du lobbying pour prendre une vraie place au niveau de l'Union européenne? Et puis moi, quelque chose que je déplore en permanence, c'est l'absence d'expression des élus européens. L'Europe, c'est un peu la grande muette pour moi, et c'est très, très regrettable, ou en tout cas, je ne peux pas s'étonner que le citoyen s'en désintéresse ou ne s'y intéresse pas beaucoup. Voilà une série de questions déjà. Oui, vous avez posé les questions, vous avez les réponses, parce que ce sont des questions qui sont souvent, qui appellent immédiatement la réponse. Disons, de façon, il y a deux grandes questions. Il y en a une qui concerne au fond la culture française qui est très nationale et très peu européenne. Il y a, c'est vrai, qu'en dehors, et encore, si on parle européen, on parle très peu Europe dans nos élections, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales. On parle beaucoup national, y compris dans les élections locales,
où c'est le rapport avec l'État, les désengagements, les questions financières, les questions... Et quand on dit on fait de la politique, ou quand un homme politique dit j'ai un destin, le destin c'est pas d'être maire même d'une grande ville, c'est d'être ministre, d'être président de la République, c'est pas d'être député européen ou commissaire européen. Et on sait qu'en France, on a une culture essentiellement nationale, jacobine, qui est parfaitement contradictoire avec la réalité du pouvoir. Je parlais tout à l'heure des investissements. Encore une fois, près de 75% des investissements non militaires, civils, le pays relève des collectivités territoriales. L'endettement, on montre du doigt les collectivités territoriales en disant qu'ils sont responsables de tout ça. 7% de la dette publique dans notre pays relève des collectivités territoriales, traduisez 93% pour le national. Le déficit, on n'a pas droit de déficit. Par définition, nos budgets, c'est la consigne constitutionnelle, doivent être à l'équilibre entre les dépenses et les dépenses. Vous voyez ce qui est au plan national. Et tout gouvernement, ce qui explique les jeux de bascule continuels, se retrouve au pouvoir avec des programmes qu'il a les plus grandes difficultés à pouvoir financer. D'où des effets d'annonce rarement suivis d'effets, avec une perte de temps pour amuser la galerie où on ne fait qu'amuser le gouvernement, le Parlement en essayant de voter des lois qui la plupart du temps ne sont pas appliquées ou ne sont pas applicables, faute des financements correspondants. Donc là, il y a véritablement un choc culturel, un électrochoc culturel qu'il faudrait faire passer dans notre pays, et déjà au niveau de la classe politique, qui ne rêve toujours que d'être député, quand on est député, d'être ministre ou président de la République, alors qu'au fond, beaucoup de choses devraient passer à travers justement le fait régional ou le fait local, alors en tout cas pour les grandes villes, les grandes agglomérations, là où se préconisent, s'expérimentent les grandes politiques de demain, qui pèseront non seulement sur le national, mais aussi sur l'international et l'européen. Là, c'est véritablement un enjeu qui est un enjeu extrêmement fort. Bon, et c'est vrai que c'est un peu ma passion à travers l'association des maires de grandes villes, de peser en ce sens et de faire valoir, justement en tout cas pour les grandes villes, et je souhaiterais que les régions le fassent de la même façon, on ait effectivement des messages extrêmement forts qui changeraient notre façon de voir les choses, y compris dans la construction européenne. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune chance, en tout cas pour notre pays, d'avancer dans la construction européenne si on n'a pas plus de place, de rôle, de poids donné aux collectivités territoriales dans cette construction européenne. Si on veut que cette Europe, elle soit démocratique, qu'elle soit préconisatrice en matière de politique, économique, sociale, culturelle, il est évident qu'il faut que ça passe par les collectivités locales. Deuxièmement, le problème des communes françaises. Oui, c'est une exception, évidemment. 36 000 communes, c'est le résultat aussi de ça, de cet émiettement, de cette division. Face à un pouvoir central fort, eh bien, on a considéré qu'il fallait qu'il n'y ait pas d'ensemble extrêmement puissant. Et c'est d'ailleurs une sorte de perversité absolue où on a donné aux communes, et on va le confirmer dans la prochaine loi sur les collectivités territoriales, la fameuse clause de compétence générale. On ne prend pas beaucoup de risques à donner une clause de compétence générale à des villages de 12 habitants. On en prend un peu plus. Si on le donne à des régions, évidemment, si l'Île-de-France ou Paris ou Lyon ont effectivement une capacité d'intervenir de façon puissante, ça veut dire que ça change effectivement les données générales. Or, ce fiche mon billet, que ça se terminera, on retirera aux régions, aux départements, parce que puisqu'il y avait un couple région-département, la clause de compétence générale, on laissera aux communes avec un étranglement qui sera double. C'est-à-dire que vous aurez le désengagement que l'on voit de l'État qui n'en peut plus, qui n'a plus d'argent, et qui rogne 0,5%, 1% chaque année de notre dotation générale de fonctionnement, avec des régions et des départements qui auront des compétences obligatoires qui commenceront à se servir. Et ils ont perdu la compétence générale. Donc qu'est-ce qu'ils feront? Ils honoreront déjà leur contrat citoyen. Si par exemple le département est en charge du social, il fera du social.
qui me dira, bah oui, évidemment, on aimerait bien vous aider sur le plan culturel, sur le plan sportif, mais oui, mais c'est pas obligatoire. Donc on va déjà se servir soi-même avant de servir les autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc on va avoir la double peine. On va être en bout de chaîne. Et au lieu de renforcer le poids des collectivités territoriales, leur rôle dans le mouvement d'ensemble du développement de notre pays, on va l'affaiblir. Et c'est en ce sens où je dis que cet acte 3 de la décentralisation qu'on nous annonce risque de se traduire par l'acte 1 de la recentralisation. Le contraire de ce qui est annoncé. Je ne vous parle pas des lois électorales, de tout le tremblement, mais l'architecture même de la loi qui est en gestation est évidemment quelque chose de terrible. Alors dans tout ça, vous allez me dire, tout n'est pas mauvais. Ce qui est le moins mauvais, c'est l'achèvement de la carte de la décentralisation, de l'intercommunalité. Il reste encore 15 à 20% des communes qui ne sont pas en intercommunalité. On va le finir. Et vous doutez bien que toutes les communes, même en intercommunalité, n'ont pas toujours les moyens de leur propre développement. Donc il faut aussi reconnaître qu'il y a des ensembles urbains plus importants qui mériteraient d'avoir des moyens plus importants, charge à eux d'articuler des solidarités plus fortes. Je parlais tout à l'heure des pôles de compétitivité. Il serait quand même intelligent dans notre pays donc de faire 70 pôles de compétitivité qui on donne des moyens qui sont saupoudrés à travers tout le territoire, c'est-à-dire relativement peu efficaces, d'en prendre 10 ou d'en prendre 12, en ayant une exigence de contrepartie pour mailler l'ensemble du territoire, notamment pour renforcer le tissu des PME-PMI, pour avoir quelque chose qui tire vers le haut l'ensemble du territoire avec une redistribution en termes de solidarité. Alors c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus difficile à faire passer à l'ensemble de la population et surtout à l'ensemble des élus qui veulent toujours avoir leur part, soit dans une petite ville, une grande ville, un grand département, un petit département, une petite région, une grande région. Et là, il faut, et c'est vrai, il faut de la volonté politique. Moi je le vois bien, y compris dans le débat que nous avons. Vous lisez tous la presse. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont pour les métropoles? Moi j'entends, je lis Small is Beautiful, oui très bien. J'entends, je lis la commune, c'est la cellule démocratique de base. On n'a pas de moyens, mais on fait de la démocratie. Et la démocratie, c'est tout de même, en tout cas pour un progressiste, d'essayer de développer des politiques sociales, des politiques culturelles, des politiques environnementales, et d'en avoir les moyens. Une démocratie qui consiste à dire, oui, on peut décider ce qu'on veut, on n'a aucun moyen pour la mettre en œuvre, ça ne va pas quand même très loin. Et que la démocratie, c'est quand même déjà une exigence d'intelligence et de correspondance entre les moyens et les politiques que nous voulons mener. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut qu'on avance, effectivement. On se projette à 20, à 30 ans, j'espère que ce ne sera pas à 50 ou à 70 ans, il faudra peut-être qu'un jour, Grenoble, le Grand Grenoble, l'aire urbaine de Grenoble, il y a à la tête un président qui soit en charge réellement d'un exécutif sur l'ensemble de son territoire. Et que cela, il faudra le faire évidemment progressivement, le faire démocratiquement, et que puis on appellera ça quoi? Un maire, parce que partout dans le monde, le gars qui est à la tête d'une ville, ça s'appelle un maire. Bon, et il faudra trouver l'articulation, y compris en termes électoraux pour la définition d'élections, pour pouvoir définir un ensemble qui soit véritablement un ensemble performant. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est pour demain, ni même pour après-demain, puisque la loi définira que nous le ferons de façon volontaire. Et il faut prendre effectivement la société française dans l'état dans lequel elle est, et je crois que c'est très important, plutôt que de faire peur avec des mots, parce que dès qu'on parle de métropole, les gens traduisent mégalopole. Ils s'imaginent qu'on va passer d'un seul coup de nos 500 000 habitants aux 20 millions de Shanghai. Il y a quand même du progrès à faire pour arriver jusque-là. Mais il est permis quand même de réfléchir à la façon dont il faut s'organiser pour être beaucoup plus efficace. Et au fond, avoir comme ambition de devenir un jour une ville de 500 000 habitants, je ne trouve pas que ce soit monstrueux. Il faudrait que de temps en temps on puisse le dire sans être taxé
d'hégémonie, d'une volonté d'écrabouiller qui que ce soit. C'est quand même une chose qu'on devrait avoir en tête si l'on veut véritablement avoir une véritable solidarité sur notre territoire. Alors, Allemagne ou France, bon, moi je ne sais pas dire, ce que je sais c'est qu'on a une histoire, une géographie différente. On est arrivé, quand on regarde par exemple la France et l'Angleterre, à peu près au même niveau de développement. Bon, il y a eu 5 révolutions en France, il n'y a eu aucune en Angleterre. Ce qui prouve qu'on a quand même des histoires extrêmement différentes. On n'a pas des modèles de développement de nature, plutôt linéaire dans un pays et plutôt à rupture révolutionnaire dans un autre. Ce qui est vrai pour un pays n'est pas forcément vrai pour l'autre. Mais je crois que le fond des choses, c'est quand même de s'appuyer sur, au fond, les collectivités qui ont le plus de chances de trouver leur équilibre en termes de qualité de vie et de réponse, encore une fois, aux grands défis qui sont tous mondiaux et qui sont tous enracinés en termes de contraintes ou en termes positifs, c'est-à-dire de préconisation, dans les grandes villes. Ça, j'ai jamais rencontré encore une personne qui puisse me dire le contraire. Allez, un autre volet de questions. Merci. Merci. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a aujourd'hui en Europe un modèle institutionnel des villes qui vous paraisse rentable d'importer? Non, je crois qu'il y a des belles grandes villes, indiscutablement, qui, dans l'histoire, ont marqué. De toute évidence, je citerai Stuttgart, je citerai Barcelone. Ce sont des villes qui ont beaucoup attiré parce que dans leur propre développement, sur le plan des déplacements, sur le plan du développement économique ou citoyen, ont été des villes qui à un moment correspondaient, je crois, à une bonne adéquation avec la contemporanéité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de le dire. Bon, beaucoup pensent qu'à l'échelle du monde, on est déjà un peu dépassé. Et que Londres est peut-être la ville, aujourd'hui, la plus proche de pouvoir répondre. Sauf que Londres est la ville la plus chère du monde. Et que du point de vue social, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer que ce soit un modèle qui soit généralisable. C'est vrai que Londres est une ville qui a le plus attiré au monde aujourd'hui, il faut le savoir. S'ils ont gagné les Jeux Olympiques, c'est justement sur cette image justement d'une ville internationale, cosmopolite, capable d'être aux couleurs du monde, et qui est extrêmement chère aujourd'hui, et donc très ségrégative. Et donc c'est un véritable problème. Bon, moi je suis incapable de vous dire, il y a tel ou tel modèle. On se réunit entre nous, les maires des grandes villes européennes, et il n'y a pas de modèle unique. Il y a des villes qui ont beaucoup plus progressé que d'autres dans le domaine du développement durable, d'autres dans le domaine du développement économique, d'autres dans la préoccupation sociale. Peu ont encore réussi véritablement la synthèse entre justement... Quand vous vous rencontrez, vous parlez de quoi? De tout ça, de l'efficacité justement économique confrontée à la solidarité sociale et à la protection de l'environnement. Et la grande difficulté, c'est celle-là. C'est d'obtenir des responsables politiques qui n'aient pas des discours parallèles. C'est-à-dire, on rencontre beaucoup de maires qui sont des entrepreneurs, qui ont une chose en tête et qui, du matin jusqu'au soir, vont chercher des entreprises, développent leur université, mettent les plus gros des moyens financiers dans le développement, comme on dit, de l'économie de la connaissance. Bon. Mais ça se heurte au fait que quand on met tous ces billes dans le développement économique et qu'on ne pense pas qu'il puisse y avoir des populations qui sont reléguées ensuite avec des quartiers qui flambent, ou quand on ne pense pas au problème de la maîtrise urbaine avec ensuite des problèmes insurmontables de déplacement, eh bien on a ce que je disais tout à l'heure sur Bangalore. Et ça, c'est véritablement un drame. Il y en a d'autres qui disent, eh bien moi je ne vise que l'équilibre social dans ma ville, et je mets tout le paquet sur la politique de la ville, le logement social, etc. Eh bien oui, mais ils s'aperçoivent qu'à un moment, ils butent sur quelque chose qui devient essentiel, c'est-à-dire sur le chômage. Car une ville qui arrête de progresser sur le plan économique, c'est une ville qui ne crée pas d'activité nouvelle supplémentaire, donc de capacité de créer des emplois
Et on a un retour de bâton qui est absolument terrible, qui ne se traduit pas forcément au niveau du logement ou au niveau des quartiers, mais qui se traduit au niveau du chômage. Et ça, on le voit aussi malheureusement. Et toutes les villes qui n'ont pas à temps développé une véritable maîtrise urbaine avec des politiques de déplacement adéquates, là aussi, ont été dans le mur. Et la grande difficulté, c'est justement d'avoir une cohérence entre le développement économique, l'efficacité sociale et la protection de l'environnement, et c'est-à-dire de répartir les ressources en fonction de ça. Mais pour avoir les ressources, il faut pouvoir les dégager. Et c'est pour cela qu'on ne peut jamais faire l'impasse sur l'efficacité économique. C'est un véritable débat que nous avons, et je le dis, y compris à l'intérieur de la gauche, des gens qui nous disent oui, mais bon, on peut se permettre d'avoir une moindre croissance, voire une décroissance. On l'a aujourd'hui, la décroissance. On voit le résultat. Il est double. En termes social, c'est un drame absolu, y compris dans des agglomérations comme l'agglomération grenobloise, pourtant plutôt aisée. Eh bien, c'est un drame en termes de pauvreté, en termes de précarité. C'est un drame aussi en termes de ressources. Car évidemment, quand on est en décroissance, la ressource qui vient du produit économique des entreprises n'est plus là au rendez-vous pour justement financer les politiques sociales ou les politiques environnementales. Donc là, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel sur lequel on ne peut pas tricher. On ne peut pas dire simplement small is beautiful entre nous et puis on verra bien pour le développement économique. Non. Là, je suis d'une grande clarté, vous me sentez, parce que si nous voulons être plus social et plus écologique, il faut avoir aussi ce développement économique, cette efficacité économique. Mais de la même façon, je ne crois pas de l'attractivité économique si on est absolument incapable d'avoir cette politique de solidarité. Ce dont je suis le plus fier dans la ville de Grenoble, pourtant je suis issu de la communauté scientifique, je suis ingénieur, croyez-moi, quand on est labellisé pôle de compétitivité, quand on nous cite dans l'enquête de l'INSEE comme numéro 2 en France, numéro 1 après Paris, je suis content. Et ce dont je suis le plus fier, c'est ce qu'on a réalisé dans les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Quand je suis arrivé comme maire en 1995, ce que j'ai souhaité, c'est qu'il n'y ait plus de quartiers qui soient relégués. Eh bien, ce que nous avons réussi sur Tesser aujourd'hui, demain sur Mistral et j'espère plus tard sur Villeneuve et Village Olympique, est une des conditions d'attractivité de notre ville. On ne vient pas s'installer dans des villes où il y a des quartiers qui flambent, où il y a des oppositions entre les différentes catégories de la population. Une ville qui n'est pas suffisamment harmonieuse sur le plan social est une ville qui joue contre l'attractivité économique. Et je dirais la même façon sur le plan de l'environnement. Une ville qui ne se protège pas du point de vue de sa maîtrise urbaine en termes de politique de déplacement, en termes de protection de la thermique des bâtiments, en termes de maîtrise de l'énergie, elle court au danger de la même façon. Et c'est l'ensemble de cette maîtrise qui rend les choses plus compliquées, mais d'une certaine façon, qui remet le plus de chances aux villes européennes qui sont de taille moyenne. Car évidemment, on a plus de chances de pouvoir l'emporter dans une ville de taille moyenne que dans une très grande ville, en termes de maîtrise de la cohérence de l'ensemble de ces politiques. Si on est capable de travailler en réseau, c'est-à-dire de compenser le manque de taille critique, comme on le fait avec notamment Lyon, aujourd'hui sur Rhône-Alpes, et qu'il faut pratiquement que tout le monde fasse la même chose. Nancy et Metz, et c'est super de ce qu'ils sont en train de faire, en Bretagne, entre Rennes et Nantes, etc. Demain, je suis certain, entre Bordeaux et Toulouse. C'est ça l'avenir. Si on est capable de jouer ensemble, et on aura, comme on l'a fait avec Saint-Exupéry, un aéroport international, comme d'autres pourront le faire en mettant en place des pôles de compétitivité communs, TR10 par exemple entre Lyon et Grenoble, Lyon Biopôle sur les biotechnologies, Minalogique sur le plan des logiciels et des nanotechnologies, c'est du bon boulot, c'est comme ça qu'il faut faire, je crois, pour notre propre développement. Si on ne le fait pas, eh bien, je crois qu'on ira dans le mur. Et ça, c'est des débats qui sont des débats fondamentaux. Moi, je me souviens m'être opposé très fortement à Lionel Jospin quand on parlait de ce fameux troisième aéroport. Vous vous souvenez, en région parisienne. Et Jospin nous avait sorti tout un tract qu'il fallait faire à l'aéroport
dans les champs de patates ou de betteraves, là, qu'on fin de l'Aisne, qu'on ne voyait pas. Je vais expliquer, enfin, c'est complètement fou. On a Paris, qui a le droit d'avoir un aéroport, bien sûr, il y en a deux, hein, avec Orly et Roissy. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une seconde ville en France qui est un aéroport? Enfin bon, l'aéroport de Saint-Exupéry, qui est commun à la région Rhône-Alpes, et notamment, il faisait un gros tiers pour Lyon, un petit tiers pour Grenoble, et le troisième tiers pour le reste de la région, mériterait d'être un véritable hub, un véritable aéroport international. Et il y a Heathrow, et il y a Birmingham en Angleterre, il y en a 4 en Allemagne, avec Hambourg, avec Berlin, avec Francfort et avec Munich, et il y a Madrid et Barcelone, il y a Rome et Milan, et on peut quand même avoir au moins 2 aéroports en France. Réfléchissez, oui, mais enfin bon, coup est parti, on peut pas. Enfin bon, on est quand même dans un pays à la con, quoi. Il n'y a pas de. Quand on a des réactions comme ça, on se dit, mais où on va, quoi? Enfin, on est dingue. Michel plus près, qui était Premier ministre, et il nous expliquait au moment, vous savez, de la Coupe du Monde, là, de 98, c'était lui qui préparait le truc, hein, on va faire le grand stade, hein, le fameux Stade de France, on va le faire à Melun-Sénart. Melun-Sénart. Alors pour aller à Melun-Sénart, il fallait prendre le taco, enfin bon, tout le monde aurait été en bagnole, etc. Autre débat qu'on a eu ici. Ah oui. Mais c'est pas par hasard, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un autre Premier ministre, Balladur, a pris lui la bonne décision, a dit c'est pas possible d'avoir un grand stade qui ne soit pas accessible par le métro, par le RER, par toutes les populations, y compris les populations populaires. On le fera à Saint-Denis. Eh bien, c'est Balladur qui avait raison. Et je vais vous dire une confidence, puisqu'il n'y a pas de journaliste d'entre nous ici. Non, il n'y a personne. Je venais, c'était le mandat précédent, hein, il était président de la Commission des Affaires étrangères, j'en étais le secrétaire. Et on avait été invité par l'ambassadeur des États-Unis, donc on était tous les deux, on faisait antichambre. Il m'appelait Monsieur le maire, très bien. Moi j'étais obligé de l'appeler Monsieur le Premier ministre, parce que sa secrétaire m'avait dit, le président il n'aime pas, il faut que le Premier ministre. Alors je l'appelais toujours Monsieur le Premier ministre. Et puis il m'a dit, écoutez, j'ai eu l'impression que vous avez des ennuis là avec votre stade. C'était, vous savez, au moment où il y avait les accros branchés, les mecs dans les arbres, etc. Alors, il voyait ça à la télé, parce qu'il a une maison à Chamonix, donc il voyait ça sur France 3. Il me dit, je suis prêt à venir vous aider, je vais vous expliquer que Rocard avait tout faux et que j'avais raison. Je lui dis, attendez, Grenoble est comme une ville encore un petit peu rocardienne, si vous commencez votre première phrase comme ça va pas. Allez. Je dis, je vais essayer de mentir. Et si je ne mentir pas, Monsieur le Premier ministre, je vous demanderai de mentir. On y est finalement arrivé. Et Balladur avait raison à Paris, et puis Migo et Nesto avaient raison à Grenoble. Voilà. Merci. C'est bien les confidences comme ça. C'est du bec, ça aussi. J'aurais trois questions. Est-ce que les maires dans les villes européennes ont tous le même pouvoir, notamment sur le foncier? Et je dirais, est-ce que c'est les mêmes pouvoirs, notamment de levée d'impôts, etc. Donc ça c'est la première question. Et deuxième question, je crois que les villes européennes sont confrontées au défi du vivre ensemble. Et je dirais c'est le gros défi du 21e, c'est de ne pas faire des ghettos, des villes hyper riches et puis des villes hyper pauvres. Dire c'est le vivre ensemble. Et le troisième, qui est un peu corollaire à cette question-là, c'est coopération et compétition. Je dirais, on a vu, je dirais, des compétitions pour les Jeux Olympiques, on a vu des compétitions pour maintenir attirer des entreprises, hein, donc comment se réalise la coopération? Parce que c'est ce qui me semble. Je crois que la compétition, elle peut stimuler, mais elle peut aussi nous faire perdre tous. Je pense que la coopération entre les villes est peut-être, comme vous l'avez dit, à travers les réseaux de villes, comment ça se concrétise, les coopérations entre les villes européennes. D'autres questions éventuellement, non? Ah. Non, madame. Merci.
Monsieur le maire, vous avez dit à plusieurs reprises qu'effectivement l'Europe ne prenait pas en compte les grandes villes. Comment est-ce que vous verriez une organisation, enfin, comment voyez-vous les relations entre l'Europe, disons les instances européennes, et les grandes villes? D'autres questions? Non, c'est ça. Et en plus, il est 14h53. Oui, oui, je sais. Je m'avais promis 21h. Oui, oui. 7 Voilà. minutes. 7 minutes. Je vais poser une question. Allez, oui, vas-y, comme ça. Franco-française. C'est quelle est l'implication de la réforme de la taxe professionnelle sur le dernier. Alors là, il y en a pour 22 et heures. plus généralement, est-ce qu'il y a une réflexion au niveau européen sur le mode de financement des villes par elles-mêmes? Alors, monsieur le maire voulait nous consacrer jusqu'à 21h, donc effectivement, là, il y a de quoi remplir. On va le faire simplement sans trop développer. Même pouvoir pour l'ensemble des villes européennes, non, bien sûr. Ni même pouvoir, ni même compétences, ni même richesse, et ni même ressources. Donc là, il y a une infinité de situations à travers toute l'Europe, y compris évidemment avec les pays entrants, qui n'ont évidemment pas les mêmes situations de développement économique, social, éducatif, et donc on est véritablement dans une très forte hétérogénéité. Malgré tout cela, il y a quand même des points communs. Les points communs, c'est la taille, relativement, et une certaine quand même qualité de vie qu'on ne retrouve pas. Il suffit de vivre, d'aller dans le monde entier, on le sait très bien. Le fait d'avoir des villes à taille relativement limitée, avec un patrimoine culturel historique fort, fait qu'on a une certaine attractivité qui est indiscutable. Quand un Américain vient en Europe, il dit d'ailleurs en Europe, il ne dit pas je vais en France ou en Angleterre la plupart du temps, eh bien il fait le tour des grandes villes européennes, et c'est vrai qu'on aille à Prague, qu'on aille à Venise, qu'on aille à Paris ou à Rome, ou à Madrid, c'est évident qu'on a une qualité à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qui est absolument extraordinaire, avec peu d'équivalent dans ce concentré d'histoire et de patrimoine dans le monde entier, et qui est une richesse extraordinaire. Alors, tout ce qui tourne autour du vivre ensemble et de la compétition. C'est plus une émulation qu'une compétition. Très honnêtement, quand on parle de compétition, c'est qu'on pourrait avoir des capacités de nuire, c'est-à-dire de porter des coups à un soi-disant adversaire. Ce qui n'est pas le cas. Un État peut porter des coups. Il monte des frontières douanières, des frontières pour limiter les flux migratoires, etc. Les villes n'ont aucune capacité de porter des coups à d'autres villes. Nous avons une autonomie d'attirer des entreprises. Ah oui, mais c'est en termes positifs, c'est-à-dire en termes d'attractivité, effectivement, les villes ont une capacité d'être plus attractives. Regardez une ville comme Grenoble, elle a gagné, d'ailleurs, tout simplement parce qu'elle est devenue une ville plus attractive. J'essaie de le montrer sur quelques exemples, pas simplement d'ailleurs scientifiques, technologiques ou économiques, sur le plan culturel, sur le plan citoyen, sur le plan de son environnement, évidemment, on utilise tous les atouts pour faire venir. Et d'ailleurs, c'est souvent d'ailleurs trompeur, parce qu'on s'imagine que quand on a un fort développement économique, on va automatiquement avoir un enrichissement de toute la population avec une diminution du concurrence, du chômage. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on est des villes qui sont ouvertes, qui n'ont pas la capacité de freiner une immigration, qui fait que on va davantage dans des villes où on est plus sûr de trouver de l'emploi que dans les villes où c'est le marasme économique. Oui, sous les portes de la ville de Grenoble, il y a la lumière. On se précipite plus facilement à Grenoble que dans certaines villes du nord ou de l'est de la France. C'est ce que je me fais comprendre. Et bien souvent, les gens disent, on ne comprend pas, monsieur le maire, comment se fait-il que vous ayez à peine moins de chômage qu'au niveau national, alors qu'avec la croissance que vous avez, vous devriez être avec
sans chômage. C'est évidemment le contraire, non pas le contraire qui arrive, mais en tout cas, il n'y a pas réduction du chômage, abus de concurrence, tout simplement parce que des gens qui viennent en espérant y trouver un épanouissement sur le plan économique, sur le plan, encore une fois, social, culturel. On attire les immigrés, on attire effectivement tous les gens qui veulent entreprendre et qui veulent avoir une vie épanouissante. Bon, est-ce qu'il faut leur reprocher ou imaginer un autre modèle de développement qui consisterait à dire, au fond, il faudrait qu'une régulation à travers le territoire? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois au développement de l'ensemble de ces pôles urbains avec une régulation, une péréquation au niveau national ou au niveau européen plus forte, mais qui ne soit pas à l'encontre des pôles qui se développent. Car ça, c'est une façon de voir les choses qui n'a jamais marché dans aucune société. Vous avez une famille et vous avez un gosse qui réussit dans ses études. Vous n'allez pas lui dire, écoute, ton frère ou ta sœur réussissent un peu moins bien, tu seras gentil de ralentir un petit peu ton succès, parce que ça va faire, ça fait tâche dans la famille, ça crée de la division. C'est idiot. C'est la garde de Diozan. Ouais, oui, mais c'est la connerie. Et malheureusement, réfléchissez à ça. Beaucoup portent ce type de développement égalitariste qui est toujours attiré vers le bas et qui n'a jamais, dans aucune société, dans toute l'histoire de l'humanité, donné le moindre résultat positif. Donc moi je suis... Alors, on peut se poser le problème au niveau des États, qui ont des capacités de contrainte, y compris négatives, de faire la guerre, évidemment, mais même sans faire la guerre, de faire la guerre économique, de faire la guerre sociale, et là, évidemment, il y a des trucs extrêmement forts. C'est pour ça que moi je suis très anti-nationaliste. J'aime beaucoup la définition de Romain Gary qui dit que le nationalisme, c'est la haine des autres, alors que le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et bien, je crois que ça s'applique évidemment à nos villes. Moi, je suis particulièrement grenoblois parce que j'ai une passion de cette ville, mais c'est pas contre les autres. C'est parce que cette ville peut apporter, peut-être, sa part dans l'édifice français ou dans l'édifice européen ou dans l'édifice mondial. Alors, comment au niveau européen mieux articuler les institutions européennes, l'Union européenne avec les villes? Comme d'hab, à la fois par le fric et par le pouvoir. Bon, c'est les deux moyens. Il faut que du côté du financement, on aille au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut savoir que 5% du budget européen concerne en gros les villes. 5%. 80% de nos concitoyens vivent en ville et 60% dans les grandes villes, c'est-à-dire dans les villes de plus de 100 000 habitants. Donc, il y a quelque chose qui déconne. Et en plus, c'est même pas lisible et visible, parce que tout passe au mieux par la région et au pire par les États, qui passent que politiquement ils veulent montrer que c'est eux qui décident. On ne sait même plus que c'est l'Europe qui leur a donné les moyens, et ils s'en attribuent quasiment la paternité et la responsabilité politique. On est dans un truc absolument illisible par nos concitoyens. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des conférences des exécutifs, d'une certaine façon, ça complique les choses, mais qu'il y ait effectivement une conférence des exécutifs et que cette conférence des exécutifs soit pas simplement la conférence des États, des gouvernements, mais la conférence aussi des régions et des grandes villes européennes avec des capacités à peser à des moments extrêmement importants. J'ai cité tout à l'heure Copenhague. Eh bien, je peux vous dire que si on avait fait le sommet de Lisbonne, pas le dernier, qui a trituré la Constitution, le sommet de l'économie de la connaissance, si on avait eu une démarche de type conférence des exécutifs, eh bien, ça aurait eu un autre sens dans sa mise en œuvre. On a malheureusement défini un concept qui était merveilleux, sauf qu'on ne l'a pas appliqué. Après, on a fait Göteborg avec le développement durable et on ne l'a toujours pas appliqué, ou mal appliqué, parce que ceux qui pouvaient l'appliquer, c'était aussi principalement les gouvernements locaux. Et que si on avait une autre démarche du point de vue du pouvoir, on n'en serait pas là. Quand on se gargarise en disant c'est le Parlement européen qui nous représente tous, oui, c'est un contrôle. C'est un contrôle, c'est comme le Parlement français. C'est absolument indispensable. Mais c'est pas ça
qui permet d'articuler les exécutifs, ceux qui mettent en œuvre les politiques. Et c'est pour cela qu'il faut, je crois, des conférences des exécutifs. Taxe professionnelle. Là, c'est 22 heures. Hein. Non, c'est très simple. Il y a deux ressources possibles, celle des ménages et celle des entreprises. Tout le monde a compris ça, c'est pas très compliqué. Le problème, c'est que en taxe professionnelle, on taxait les entreprises. Alors, ça remonte au démarrage, hein, sur les salaires. Bon, ça a été changé au moment de Strauss-Kahn, et on les a ensuite taxés sur les investissements. C'est une connerie sur les salaires, parce qu'évidemment, c'était contre-productif du point de vue de l'emploi. Sur les investissements, c'est contre-productif du point de vue du développement des entreprises. Tout le monde avait compris qu'il fallait revenir, hein, sur un autre mode, plutôt sur la valeur ajoutée. Pratiquement, ça faisait consensus dans toute la classe politique. Et qu'on pouvait très bien imaginer l'impôt économique à travers un impôt adossé sur la valeur ajoutée. Bien. Alors, au lieu de faire ça, après la réforme des collectivités territoriales, on l'a fait avant. C'est-à-dire, on a défini les ressources, avec un mode de répartition aujourd'hui différent pour les communes, pour les départements, pour les régions, pour l'État, puisque l'État est également dans le coup, avant d'avoir l'architecture finale. Enfin, moi, je suis ingénieur de formation, comme je vous dis, je ne comprends pas. On met la charrue devant les bœufs. Il aurait été quand même plus simple de dire on fait la réforme des collectivités territoriales, et une fois qu'on a fait, qu'on sait quelles sont les compétences des uns et des autres, donc les moyens qui sont nécessaires, on adapte avec la fiscalité correspondante. Là, on fait le contraire. On risque de se retrouver, in fine, avec des monstres. C'est-à-dire une non-correspondance entre les ressources fiscales et les nouvelles définitions d'architecture territoriale avec les différentes compétences, hein, qui leur seront dévolues. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et c'est pas polémique ce que je dis. Alors pourquoi le président a voulu le faire maintenant? Tout simplement parce que le patronat a dit, il y avait une part de vrai, qu'il y avait une urgence, hein, pour la reprise économique, hein, à mettre en place, hein, une réforme de la taxe professionnelle qui ne pénalise pas les investissements dans une relance de l'économie. On pouvait le comprendre. Comprendre, je dirais, à enveloppe de ressources égales, et on aurait pu différer, en tout cas dans la partition, et notamment vis-à-vis des différentes collectivités, hein, ce qui a été décidé aujourd'hui, qui va nous amener vraisemblablement, avec la démarche que j'ai expliquée tout à l'heure, où la région, les départements vont essayer de se recentrer sur leurs compétences obligatoires, avec le fait que nous serons en première ligne de proximité à couvrir tous les besoins, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin de ressources. Si on en a moins qui viennent de la taxe professionnelle, si on veut des ressources supplémentaires, il faudra aller la chercher du côté des ménages, la fameuse taxe d'habitation. Et si on ne veut pas augmenter la fiscalité pour ne pas accroître la pression fiscale, on fera moins de choses. On fera moins de social, moins d'environnemental, moins d'économique. Et on retrouve, hein, un cycle dépressif. Voilà à quoi ça peut conduire. Voilà à quoi ça peut conduire. J'ai débordé de 6 minutes, il faudrait terminer d'un mot. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est assez rationnel. Vous posez des questions rationnelles, j'essaie de répondre de façon la plus responsable possible. La vérité, c'est que nous sommes dans un monde où on sait que la crise aujourd'hui secoue les gens de façon terrible et de façon hétérogène. On l'a vu au niveau des dernières élections, dans les quartiers populaires, y compris de villes comme Grenoble, le taux de participation est extrêmement faible. Extrêmement faible. Quand on vote à même pas 50% en France, et dans certains quartiers, on vote à 20%. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça veut dire quoi? Et vous pouvez faire toutes les campagnes que vous voulez, vous pouvez tirer toutes les sonnets, faire du pantalon, etc. Quand on dit c'est parce qu'on n'est pas assez militant. Non, c'est une désespérance. C'est qu'une partie de la population qui pense qu'on ne s'en tirera pas, que ni les uns ni les autres n'ont les solutions. Une sorte de résignation. Et que ce n'est pas simplement en termes de taux
de croissance, de taux de change, de fiscalité ménage ou de fiscalité professionnelle, économique. Ce n'est pas simplement en termes de régulation nationale, continentale ou mondiale qu'on leur donnera l'espoir de se redresser. Cet espoir, il passera par les réponses concrètes sur le mieux vivre ensemble. Ce sont des gens qui sont chez eux avec l'angoisse de perdre leur boulot quand ils en ont encore un, d'être agressés, et avec ce sentiment d'encerclement, d'isolement qu'ils peuvent avoir, y compris quand on est dans la multitude urbaine. Et c'est le pire de ce qui peut arriver. Et que nous devons avoir des projets qui soient aussi des projets qui donnent espoir, qui redonnent espoir, et notamment aux jeunes. Et c'est pour cela qu'on se bat tant, et je crois qu'il faut le faire, à travers l'intervention publique sur le démarrage, c'est-à-dire l'égalité des chances, pour des gamins qui débutent dans la vie. Et ce qu'on a expérimenté, par exemple, sur ce qu'on appelle le parler bambin, dans les écoles, dans les crèches et actes garderies, pour les 18-36 mois, où on s'est aperçu que quand on développe la capacité langagière, c'est une chance absolue pour tous les gens, soit d'origine immigrée, soit de milieu social, qui ont un environnement qui ne leur permet pas de s'épanouir. Il y a des progrès tels qu'on arrive à une quasi-homogénéisation en quelques mois et qui mettent une sorte de compteur à égalité pour ensuite le parcours scolaire et puis plus tard pour le parcours professionnel. Et ça, c'est des choses absolument essentielles. De la même façon, je crois profondément que la solidarité, dont j'ai quand même beaucoup parlé ce soir, c'est pas simplement une solidarité dans nos villes, dans nos territoires ou même au plan national. Ça doit être une solidarité internationale. Les jeunes, si on ne leur communique pas ce rêve au fond d'avoir une sorte de fraternité internationale, quand on leur propose, je le vois dans les quartiers les plus difficiles, une aventure à l'étranger, un voyage, y compris dans des pays qui sont des pays sous-développés, en développement, ils sont en sous-développement croissant, eh bien c'est souvent une chance, un enrichissement. Quand ils reviennent, ils n'ont pas envie de voter Front National. Quand ils reviennent, ils ont envie de s'activer, de faire des choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parmi les choses qu'on a pu faire de plus belles, je trouve, moi, depuis des années, c'est par exemple qu'on a pu faire avec une ville comme Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. C'est dans les 10 pays les plus pauvres du monde. Allez, la France, c'est dans les 10 pays les plus riches du monde. Grenoble est une ville aisée, évidemment, au moins sur le plan intellectuel. Et le fait d'avoir pu porter ensemble des projets, et c'est pas simplement parce qu'on a donné des bus, des moyens supplémentaires dans les écoles, etc. C'est aussi parce qu'on a réalisé des choses ensemble. Quand on a fait le Jardin de la musique, cet ensemble culturel, le Remdogo à Ouagadougou, se produisent des groupes d'Afrique de l'Ouest ou des groupes européens. C'est quand même, ça transcende tout le reste, quoi. Et je pense que là, on donne un sens à la vie. Et je pense que ce qu'il faut aussi, c'est qu'on puisse sortir de débats purement technocratiques pour donner véritablement un sens, un développement à nos concitoyens. Mais que ce sens ne soit pas un sens étroit entre nous, dans une ville, dans un pays, ça ne peut être qu'international. Et la grande chance de l'Europe, c'est ça. C'est parce qu'on a suffisamment de valeurs communes pour pouvoir transcender le tout et pouvoir jouer dans le concert international. Et comme dit Jean-Louis Carvanilla, moi j'ai dit, on a parlé avec Bernard Bétaux, je vais terminer sur un message, j'ai bien réfléchi, et Catherine Lalumière nous a fait réfléchir avec lui. On a fait la maison internationale, parce que je crois que c'était important à Grenoble. Mais il faut que dans la maison internationale, il y ait aussi la maison de l'Europe, pour bien montrer qu'il y a un engagement qui n'est pas simplement limité aux frontières de l'Europe. Nos frontières, c'est la planète, c'est le monde entier. Mais pour qu'on soit efficace dans cette solidarité internationale, il faut qu'on soit moteur sur le plan européen. Et voilà, on va essayer de trouver une solution qui réponde à un vœu qui vous est cher. Qui est cher, je suppose aussi, au président Bardov, que je remercie de son invitation. Merci beaucoup d'avoir partagé ces convictions. Et d'avoir terminé comme ça aussi sur les questions européennes. Merci beaucoup.
Je pense que c'est Bernard Bétot qui en est chargé. Très bien.